La formation du gouvernement rendue publique le 24 août 1983 plante le décor. Thomas Sankara précise qu'ils n'ont pas fait cette révolution pour laisser le pouvoir aux civils. L'armée, dit-il, est une composante du peuple voltaïque. Il ne s'agit pas pour les militaires de prendre le pouvoir un jour et de le rendre un autre jour. Il s'agit pour eux de vivre avec le peuple, de souffrir avec lui et de se battre avec lui à tout moment. Fin de citation. Ainsi, le premier gouvernement est composé de 5 militaires pour 15 civils. Mais les hommes en uniforme tiennent des portefeuilles clés. Thomas Sankara est à la fois le président du CNR, mais également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ami intime, le capitaine Blaise Compaoré, est ministre d'État délégué à la présidence. Un ministre sans portefeuille, mais de fait numéro 2 du régime. Le chef du bataillon, Jean-Baptiste Boukari Lengani, est en charge de la défense nationale. L'autre chef historique de ce putsch, Henri Zongo, est le ministre des sociétés d'État, donc celui qui doit faire le grand nettoyage de toute cette structure, de cette pagaille, comme ils disent. Et le commandant Abdou Salam Kaboré, pharmacien de formation, qui a été premier dès le 5 août à créer les CDR, les comités de défense de la Révolution, est en charge de la santé. Tous appartiennent au CNR, le Conseil national de la Révolution, dont la composition exacte est classée secret d'État. Les militaires vont également faire appel aux civils. Dans ce pays où le maniement des dogmes, notamment de gauche, est l'activité préférée des intellectuels, où les mouvements de gauche ou les organisations communistes de tout poil prolifèrent, le CNR va faire entrer au gouvernement les civils issus des différentes composantes marxistes que les chefs historiques ont eux-mêmes fréquentées pendant plusieurs années. Toutes les composantes communistes, sauf une, le PRCV, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, tous ces mouvements sont bien décidés à imposer leurs vues aux militaires. Les partis politiques étant interdits, ils ont le champ libre. Ils essaient de conquérir les postes clés de l'administration, ce qui suscite rapidement des tensions internes. Mais très vite, tous ces intellectuels vont se rendre compte que ces militaires qu'ils regardaient jusque-là avec une certaine condescendance ne sont pas de simples bidasses. Ce sont eux qui tiennent la barre du navire. Et ils comptent bien la garder fermement. Tu vois, Alain, je pense que la grave erreur des mouvements de politique qui sont nés à cette période, c'est d'avoir considéré les Thomas au même titre que les anciens militaires. Parce qu'en fait, dès le CMRPN, l'armée était divisée en 3. Il y avait 3 générations d'officiers. Vous avez les officiers, la période de la Misana, qui ont gagné leur galon en Indochine, en Algérie. Vous avez la deuxième vague d'officiers, les Césairbo, qui ont fait des études, disons, poussées, on les a poussés, c'était les sous-officiers, qu'on a rapidement amenés à être des officiers à Frégis. Et il y avait la 3e génération, qui est la génération de Thomas et de Blaise, qui ont fait le bac, qui ont fait l'université, et qui ont côtoyé un certain nombre de jeunes, et qui avaient les mêmes lectures que nous. Chose que nous avons oubliée. C'était des universitaires comme nous. C'est des intellectuels comme nous. Simplement, ils portaient l'uniforme. Notre erreur, ça a été ça, de penser que c'est nous qui les instrumentalisions, alors que c'était le contraire en réalité. Aux premières heures de la Révolution, lorsque le premier gouvernement a été fait, il figurait un de nos professeurs d'histoire géo, Touré Adama. Il est décédé à cet instant-là. Il pensait que nous étions toujours ses élèves. Il avait oublié que nous aussi, nous avons eu le bac, nous sommes allés faire nos études ailleurs, nous avons lu, et ce qu'il connaît, on le connaît aussi. Donc, au niveau du Conseil national de la Révolution, il y avait plusieurs organismes. Il y avait l'organisation militaire révolutionnaire, l'OMR. Il y avait aussi des partis, des anciens partis étudiantins qui étaient avec nous. Et il y avait le parti de ce monsieur Touré qui était avec nous, le PAI. Voilà. Donc, je dirais pas que c'était un bassin de tout, mais enfin, c'était quand même un peu hétéroclite, sans compter les militaires. La plupart des militaires
qui n'ont pas eu de formation politique, qui sont là, qui ont le fusil, le pouvoir d'être au bout du fusil, etc., etc. Alors, savoir qui manipulait, bon, il y en a qui disaient que la Chine manipulait une partie, que l'URSS manipulait une partie, etc., etc. Toujours est-il que nous savions où nous allions. Et le mot d'ordre de Thomas était clair. Ce qui peut faire avancer le Burkinabé, il faut le faire. Au niveau de la santé, vous pensez à quelque chose qui peut faire du bien à la vaccination commando qui a été faite, vous le faites. Ce gouvernement hétéroclite, d'extrême gauche, inclassable, remet à l'ordre du jour la lutte des classes. Morale, éthique, lutte contre la corruption, le pouvoir au peuple, les chantiers sont nombreux et la phraséologie très riche. Pour cela, Thomas Sankara veut tout de suite marquer les esprits. Il veut montrer l'exemple. Les fonctionnaires de Tenkodogo, vous devez comprendre qu'à l'heure de la révolution, vous devez vous-même changer. Vous devez être au service du peuple. Les fonctionnaires de Haute-Volta doivent être désormais des agents politiques au service de leur peuple, prêts à animer la révolution partout où ils se trouveront. Vous ne devez plus être de simples salariés qui attendent qu'à chaque fin du mois, on vous verse un salaire et qui de temps en temps, des fonctionnaires qui de temps en temps réclament des augmentations de salaire, des reclassements grade pour grade, échelon pour échelon. Nous disons que cela est terminé. Nous disons que le fonctionnaire, à partir de maintenant, doit se sentir comme un révolutionnaire qui anime la révolution dans le secteur où il se trouve. Les premiers mois de l'arrivée de Thomas Sankara aux affaires sont ceux de l'engouement pour la chose militaire. Je vous invite à adhérer massivement au CDR. Créer partout des CDR pour contrôler le pouvoir, pour défendre vos intérêts, pour défendre la révolution. Les CDR ont le pouvoir et ce que voudront les CDR, tant que cela sera exactement dans l'intérêt de la révolution, eh bien, c'est ce qui se fera. Le comité de défense de la révolution, les CDR, vont suivre un entraînement intensif. Les jeunes gens et jeunes filles des brigades de vigilance deviennent des experts dans le maniement des kalachnikovs soviétiques ou des autres armes allemandes. Les premières aides reçues de la Libye et de la Corée du Nord ou encore de l'Albanie sont des armes et des uniformes. Mais rapidement, ces armes vont être retirées au CDR. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Thomas Sankara touche les voltaïques avec ses prises de position en faveur des masses. Vous tous, dans la province du Boulougou, les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les fonctionnaires, les paysans, les chefs coutumiers, les religieux, les marabouts, les commerçants, les barmen, tous, vous serez sur les chantiers. Il faut que l'on voit, depuis le premier jusqu'au dernier, que l'on voit chacun en culotte en train de creuser. Le peuple se sent de plus en plus concerné par ce qui se passe. Il se sent acteur. La fibre patriotique enfle. Les slogans se multiplient. Les attaques contre la bourgeoisie et les prévaricateurs, mais aussi l'impérialisme, s'intensifient. La ferveur révolutionnaire touche le pays. Abat l'impérialisme français, les fonctionnaires pourris, la direction réactionnaire et contre-révolutionnaire du CINEAB, les syndicats jaunes, les syndicalistes véreux, les marionnettes des politiciens véreux, les valets locaux de l'impérialisme. Mais cette ferveur, ces slogans anti-impérialistes, ces discours sur la lutte des classes qui montrent d'un doigt accusateur à la fois les puissances occidentales,
Mais également certains pays africains, notamment le grand voisin, ne sont pas bien accueillis par un certain nombre de dirigeants. Le grand voisin ivoirien n'apprécie pas ce qui se passe à Ouagadougou et redoute qu'il montre le mauvais exemple dans la sous-région. Il faut dire que Ouagadougou accuse Abidjan de financer à coups de milliards un complot contre la révolution. Le président Félix Houphouët-Boigny va rapidement faire comprendre à Thomas Sankara le peu d'estime et de respect qu'il lui accorde. En octobre 1983, c'est-à-dire seulement 3 mois après l'arrivée du Conseil national de la Révolution au pouvoir, à l'occasion du 19e sommet des États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui se tient à Niamey, au Niger, il décide tout simplement de ne pas passer le témoin, de ne pas attribuer la présidence à la Haute-Volta, dont c'était le tour. Il l'attribue au Mali de Moussa Traoré. Monsieur le Président, de notre présente rencontre, je retiendrai par-dessus tout l'esprit de fraternité et de solidarité agissante qui a guidé nos délibérations. Thomas Sankara, humilié, proteste. Rien n'y fait. Il menace de quitter la CEAO. Rien ne bouge. Il est finalement convaincu par le président Abdou Diouf de rester. Cela ne lui servira à rien de s'en aller. Mais avec cet incident, la guerre est déclarée. On va de débordements verbaux en complots imaginaires. Nous avons des hommes d'État africains pourris, donc bons à être dégagés. Je dis donc des hommes d'État pourris africains qui, à l'extérieur, ont commencé à faire des cotisations avec la Sainte Alliance réactionnaire africaine parce que la seule solution au problème voltaïque, c'est l'envoi de mercenaires sur ce territoire. Est-ce que vous pensez que des mercenaires peuvent arrêter ce processus? Alors, nous les attendons. Merci. Sur un autre plan, nous avons, à l'intérieur même, sur le sol national, des groupes, ou du moins des chancelleries, qui organisent patiemment, mais sûrement, l'affrontement direct avec la révolution voltaïque. Ils ont fait entrer ici des appareillages d'espionnage. Ils recrutent des renégats, des traîtres à la patrie. Et cela, nous allons les combattre comme vous le dites. Merci, camarades. Ainsi, les dirigeants voltaïques affirment avoir des preuves irréfutables qu'Abidjan a alloué 5 milliards de francs CFA à 3 adversaires de la révolution pour renverser le CNR. Les 3 opposants sont même carrément nommément cités.